Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre ce soir dans le cadre de Regard sur les communes. Regard sur les communes, cette émission entièrement dédiée aux collectivités territoriales décentralisées. Ce soir, une thématique nous intéresse, vous intéresse également. Nous parlons du financement innovant des collectivités territoriales décentralisées au-delà des subventions étatiques. 90 minutes d'intense activité intellectuelle avec un panel déjà dans ce studio 101 de la maison de production de Dash TV. Le coach Vincent Fornella. Coach, bonsoir. Mon très cher frère co-panéliste et bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs. C'est un plaisir de renouveler, de me retrouver ce soir, une fois de plus, pour partager avec nos téléspectateurs sur des problématiques liées aux communes. Tout à fait. Vincent Fon, coach professionnel d'entreprise et de vie. Il faut d'ailleurs préciser que vous êtes le président de l'Association nationale des coachs et formateurs professionnels. Vous êtes également un acteur développement local. Vous êtes un consultant permanent de l'émission de Regard sur les communes. Merci d'arriver là ce soir. Et puis, le deuxième invité est d'ailleurs mon jeune collègue, le docteur Essi Serge Bertrand, journaliste expert des questions de décentralisation. Docteur, bonsoir. Bonsoir Pépin, bonsoir à mon copanéliste et également bonsoir à tous nos millions de téléspectateurs. J'imagine que vous allez très bien ce soir. J'ai comme l'impression que vous n'avez pas pris de la nourriture à midi. Vous avez mangé? Donnez l'impression d'être très fatigué. Naturellement, hein, on mange toujours, surtout quand on doit préparer une émission sérieuse comme celle-ci. On prend des dispositions. Rassurez-vous, tout va bien. Il paraît que quand on prend le couscous, ça fatigue trop. Là. Ceux qui aiment bien manger le couscous avec le haricot, il y a même une histoire qu'on dit de piler là. On pile ça, je ne sais pas quoi, on pile les pommes avec le haricot dedans, on dit que manger. Des choses comme ça, quand vous mangez ça, vous venez à la télévision, vous avez des problèmes. J'imagine que vous n'avez pas pris ça, hein, docteur, ici. Naturellement, chacun a ses goûts en alimentation et les organismes sont réceptifs au type d'aliments qu'ils reçoivent. Mais rassurez-vous, toutes les conditions ont été prises pour que ce soit hier. Vous n'êtes pas déjà, ce n'est pas un débat, ce n'est pas un sujet d'actualité, ce n'est pas un débat, docteur, ici. J'ai demandé si vous l'aviez pris, dites tout simplement non, je ne l'ai pas pris, et puis ça s'arrête là. Merci beaucoup de nous rejoindre également ce soir. Nous saluons tous ces téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde entier. Nous sommes sur Dash TV, nous émettons à Douala au Cameroun. Nous sommes également visibles via des bouquets satellitaires tels que CanalSat, Canal Horizon Plus. Nous sommes à la chaîne numéro 5 ou 516. Vous pouvez également nous joindre via StarTime au 792. Nous sommes également visibles à travers les réseaux sociaux. Et bien sûr, plusieurs autres satellites portent notre signal, Rascom, Eutelsat et bien d'autres. Merci de nous faire confiance. À coach Vincent Fon, on va commencer par le coup de gueule. Oui, nous commencerons par cette partie spéciale qui porte sur le coup de gueule. Mesdames et messieurs, j'en ai marre. On m'appelle le réveilleur. J'en ai marre d'entendre nos mères dire on attend la subvention pendant que les tomates de leurs paysans pourrissent à 500 mètres de leur commune. J'en ai marre de cette mentalité de mendiant qu'on a collée à nos CTD. 60 ans d'indépendance et nos communes ont encore la main tendue devant Yaoundé. Assez. On nous dit que les CTD sont pauvres. Mensonge. Le Cameroun n'est pas pauvre. Le Mungo n'est pas pauvre. Pendia n'est pas pauvre. Nos terres ne sont pas pauvres. Nos terres sont des coffres forts. Mais on a jeté la clé. Cette clé s'appelle le courage d'investir autrement. Le courage d'avoir une vision holistique. Vous voulez des chiffres? 40% de nos récoltes vont à la poubelle chaque année. Pendant qu'une mère à Douala achète 3 fois plus cher ces mêmes produits. C'est ça le scandale. On subventionne la misère au lieu de financer les frigos pour conserver nos produits, des usines pour les transformer et des routes pour les acheminer dans les grandes métropoles. La subvention, c'est la drogue des CDD. Une dose de calme, mais tu reviens malade le mois d'après. Moi, je veux un vaccin. Ce vaccin s'appelle l'émission des titres appelés obligations
communal. Ce vaccin s'appelle Partenariat public-privé intelligent, que j'appelle l'or vert. Arrêtons de commander. Une commune qui a de la terre, l'eau, des femmes battantes est une commune très riche. Cette commune n'a pas besoin de pitié, elle a besoin d'investissement. Alors, aux maires qui nous écoutent, levez-vous. Votre commune n'est plus un centre social, c'est une entreprise de territoire qui s'ignore. Aux jeunes, ne fuyez plus le village. Le vrai business du 21e siècle, il est dans la transformation du manioc et autres produits, pas dans des mototaxis. À l'État, donnez-nous les outils, pas juste un chèque ou un virement bancaire. Donnez-nous le droit de nous endetter pour garantir le droit de nous vendre au monde à travers votre accompagnement. Au-delà des subventions, il est temps que nos communes arrêtent de survivre et commencent à conquérir. Signé Le Réveilleur. Merci. Merci beaucoup, coach Vincent Font, pour ce coup de gueule. De toute façon, vous avez éveillé la conscience des maires qui s'en sommeillent encore, qui sont pratiquement endormis, parce qu'ils attendent des CAC, ils attendent la dotation de la décentralisation. Pourtant, il y a de l'argent à chercher dans plusieurs domaines. Et vous venez tout à l'heure de réveiller un de ces domaines, celui de la terre, l'agriculture, des espaces cultivables qu'il faudra mettre en valeur. Est-ce que ces gens-là travaillent ça? Non. Ils vont dans les marchés chercher les 200 et les 150 et tout ça pour vous dire finalement qu'il n'y a pas de CAC, donc on ne peut pas payer les salaires. Merci beaucoup, coach Vincent Font, pour ce coup de gueule. Serge, vous avez un mot à dire par rapport à ce coup de gueule? Bien, simplement, il faut dire que le coup de gueule, il plante déjà le décor parce qu'il faut le rappeler et on ne le dira jamais assez. Sur les 360 communes que compte le Cameroun, chacune est singulièrement a une ressource qu'elle peut exploiter et donc qu'elle peut faire valoriser et rentabiliser en termes de recettes financières. Donc, ce serait une fuite en avant pour ces exécutifs communaux qui à chaque fois sont en train de crier au scandale comme quoi on n'a pas de ressources, l'État ne nous subventionne pas assez, mais pourtant ces communes peuvent exploiter le potentiel qu'elles regorgent notamment à partir de la terre comme vous l'avez si bien rappelé. Très bien, nous prenons donc la première articulation, écho des collectivités territoriales décentralisées. D'ailleurs, cette note, tout simplement une note, Bafoussam, à Bafoussam dans la région de l'Ouest, il se tient depuis ce lundi 15 juin et ça jusqu'au vendredi 19 juin, un séminaire de renforcement des capacités des maires et des secrétaires d'État civils sur les dispositions de la nouvelle loi, les procédures et les outils de l'État civil. Le séminaire organisé, il faut le dire, par le ministère de la Décentralisation et Développement local en coaction avec l'Agence française de développement, voudrait clarifier la loi du 23 décembre 2024. Nous y reviendrons forcément dès la semaine prochaine sur cet événement. Maintenant, tout en images, maintenant, nous parlons un peu de l'essentiel puisque la plaine d'Embo, Santhiou, va bientôt se mettre en action. Il faut dire que la plaine d'Embo, Santhiou, à l'ouest du Cameroun, s'apprête à vivre un événement inédit et le pays tout entier en témoignera. Il s'agit du festival Alanga 2026, un rituel qui met au centre de la culture du peuple, au centre donc la culture du peuple Mbo, Sanso, et qui est dédié à la valorisation du patrimoine, des traditions ancestrales, du tourisme et des savoir-faire locaux. Il faut dire que l'édition 2026, projetée pour le mois de décembre, se profile déjà. Et d'ailleurs, l'Assemblée générale du comité de développement de Santhiou, qui se tiendra ce samedi, jettera à coup sûr les bases d'une organisation toute particulière. L'on annonce d'ailleurs, à marge de cette Assemblée générale de samedi, le lancement officiel des activités du festival culturel et artistique Alanga 2026. Il faut dire que les assises, sous la houlette de Madame Mbomé Isabelle Ekebe, devraient réfléchir sur le sens et la mobilisation à apporter à ce grand rendez-vous de la connaissance et du savoir ancestral. Le thème d'ailleurs de l'édition 2026 du festival Alanga est « Notre histoire, notre force ».
Ce thème célèbre l'héritage culturel comme levier d'identité, de cohésion et de développement. En effet, créé d'ailleurs en 2018, le festival Alanga s'est imposé comme un rendez-vous de promotion de la culture Mbo, Sanso et du tourisme culturel après une édition de 2024 fortement remarquée. Il faut d'ailleurs dire à la suite que 2 ans plus tard, la Plaine veut refaire ça et peut-être même mieux. Ça sera du 9 au 14 décembre 2026, un rendez-vous d'ailleurs à noter dans vos agendas. Et ça nous permet un peu de revoir de fond en comble l'impact du festival pour une communauté. Nous parlons là de la communauté Mbo Sancho qui prépare son festival pour le mois de décembre, en marge d'ailleurs de cette assemblée générale qui aura lieu samedi prochain et dont on parlera du lancement des activités de ce festival. Serge Bertrand ici, est-ce qu'un festival peut impacter sur les communautés ? Naturellement, le festival impacte sur la communauté parce que le festival, c'est d'abord la vitrine ou alors le lieu d'exposition de la culture. Alors, on sait que lorsqu'on aura tout perdu, ce qui nous reste, c'est notre culture, c'est notre identité. Alors, à travers ce festival, les ressortissants ou alors les populations de cette région-là peuvent revaloriser ou alors rehausser leur culture. Et à travers cela, c'est toujours, s'il faut ramener cela au contexte de la décentralisation, c'est une autre façon de promouvoir non seulement la culture d'abord locale, mais également la culture de la localité maintenant, ici en termes de circonscription administrative. Parce qu'une communauté peut vivre dans une commune qui n'est pas sa commune d'origine, mais parce que administrativement, elle s'y est implantée et si sa culture est assez forte, à travers la culture de peut-être ce peuple qui est venu d'une autre région, peut revaloriser cette commune, bien que n'étant pas d'origine de cette commune-là. Donc, c'est simplement pour dire que la coutume ou la culture a ceci de fort, d'impressionnant, c'est qu'elle peut revaloriser à la fois le peuple ici originaire du sens anthropologique, mais également le peuple au sens, on va dire, sociologique, c'est-à-dire sur la base de la circonscription administrative qu'est la commune. Coach Vincent Fon, si on peut localiser l'impact dans la préservation du patrimoine, pour le cas, par exemple, de ce festival à Langa, on parle du patrimoine beau, un beau Sancho, vous avez la transmission culturelle, les cohésions même sociales, de toute façon, l'attractivité touristique et bien sûr le développement économique. Est-ce que les populations, est-ce que les communes ne gagneraient pas à prendre à bras le corps ces types d'événements? Je pense qu'il est important de noter que la culture, c'est l'âme du peuple. C'est l'âme du peuple. Un peuple qui a perdu sa culture n'existe plus. Si vous voulez que le peuple existe, il faut mettre sa culture en valeur. Donc les exécutifs communaux devraient, si ils veulent concilier leur population, mettre en valeur leur culture. Et cette culture, non seulement crée une cohésion, cette culture permet aussi de faire connaître la commune ou la communauté ailleurs. Cette culture peut attirer vers cette commune des investisseurs, des touristes et créer des points d'attractivité. Tout à fait. Créer des entreprises. Créer des points qui permettront aux uns aux autres de se développer. L'activité économique, Booster l'activité économique. La culture, c'est l'âme qui permet à qui que ce soit de se sentir à l'aise. D'exister. D'avoir une identité. Si vous n'avez pas une identité culturelle, vous êtes un homme qui n'existe pas. On peut vous donner des milliards, mais ça ne remplacera jamais votre culture. Parce que c'est là où votre corps, âme et esprit est connecté. Et il est à noter que le jour où nous partirons de cette terre pour aller de l'autre côté de la rivière, de l'autre côté de la vie, nous n'emporterons rien. Rien du tout. Qu'est-ce que nous allons leur apporter? Nous apporterons uniquement ce bien-être, ce bien-vivre, ce bon vivre qu'on a eu, ces beaux souvenirs. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire qu'il y a 2 types de corps. Il y a des corps, quand vous regardez, le gars est couché nerveux.
Ça veut dire que le gars, il ne sait même pas pourquoi il est même venu sur cette terre. C'est pas pourquoi il est nerveux. Et tu as un autre type de corps, le gars est couché, c'est comme s'il souriait. Ouais. C'est-à-dire que le gars est mort, connecté à sa culture. Il est tout joyeux. Donc, il est important que nos exécutifs mettent cette culture en valeur. Parce qu'en mettant la culture en valeur, ça crée énormément de richesses. Ça permet aux gens de retrouver le bien-être et le bon vivre. Effectivement, nous parlons donc de cette culture Beau Sancho. Et on a vu tout à l'heure quelques temps forts. Nous prions la réalisation de nous redonner ces temps forts. D'ailleurs, on va noter quelques temps forts. Vous parlez là des rites ancestraux, du carnaval, de danse traditionnelle, des concerts, gastronomie beau. Vous avez de l'artisanat, du tourisme, du patrimoine, du tourisme patrimonial, la grande nuit d'ailleurs du conte, et bien sûr l'élection Miss et Mister à Langa 2026. Ça sera quand même de l'innovation. Il y a des choses qui vont se faire découvrir pour cette section de 2026. C'est quand même assez intéressant de se retrouver à la Plaine Beau, du côté de Sancho pour vivre cet événement-là. Par rapport à 2024, il y a quelques chiffres quand même qui semblent être intéressants. On parle de 50 000 visiteurs qui cumulés. On évoque 500 000 vues digitales, 100 heures de couverture médiatique, 57 stands. J'imagine que c'est attendu sur plusieurs hectares de terrain. 32 structures d'hébergement mobilisées pour la circonstance. Pour 2026, on pense que cela pourra multiplier par 2, pourquoi pas. Nous souhaitons beaucoup de chance à ces organisateurs. Quelqu'un a un mot à ajouter sur la question? Nous sortons sur cette question. Peut-être pour sortir rapidement sur la question, pour simplement préciser que les chiffres tels que vous les avez présentés, on parle vous avez parlé d'une centaine de stands. Alors, j'ose croire que l'occupation de ces stands n'est pas gratuite. Vous comprenez très certainement que ce sont des fonds qui entrent. Vous avez parlé des structures hôtelières qui ont reçu ou alors qui ont hébergé donc les différents. On va pouvoir parler des touristes, également des festivaliers. Ce sont évidemment des recettes qui entrent dans les fonds, du moins peut-être de la commune, mais également des organisateurs. Donc, comme pour dire que autour d'un événement culturel, la commune peut mobiliser des fonds et ceci est toujours intéressant, d'autant plus que ce sont des fonds qui généralement n'entrent pas en concurrence avec les recettes propres de la commune ou de l'État. Très bien. Le rendez-vous est donc pris pour le mois de décembre prochain, du 9 au 14 décembre, mais avant cette assemblée générale qui aura lieu ce week-end, le samedi 20 juin 2026, à Sancho, effectivement, en marge d'ailleurs de cette assemblée générale. Les activités de ce festival seront bel et bien lancées. Merci au comité d'organisation. Et puis, nous allons parler un peu de l'image de la semaine. Effectivement, Serge Bertrand ici. L'image de la semaine vous revient. Alors, puisqu'on est en plein dans les collectivités territoriales décentralisées, on va revenir ici sur l'image de la semaine, notamment avec le droit de l'urbanisme et la construction dans nos cités urbaines. Et ici, on se retrouve dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, plus précisément à Bobonga. Alors, on se retrouve là en face d'un bâtiment menaçant en ruine. Alors, il a été construit en violation des règles d'urbanisme et de construction. Et bien évidemment, vous pouvez constater avec le concours de la réalisation que ce bâtiment est un danger perpétuel pour les populations ou bien les riverains. Alors, qu'en est-il exactement? Vous savez qu'avec le code la loi de 2003 sur l'urbanisme prévoit des règles précises en matière d'urbanisme et de construction. Et comme vous pouvez le constater, on est là en présence d'un bâtiment d'un R+5. Alors, investigation faite, il se pourrait que le bâtiment ait reçu des autorisations pour une construction d'un R+2, mais le propriétaire est allé au-delà de ce qui devrait être. Et malheureusement, les conséquences, elles sont, les conséquences paient cash sur la sécurité et les dangers que peuvent donc encourir les populations. Mais bien évidemment, une fois que cet état de choses est constaté, bien évidemment, la mairie de la ville se saisit du dossier pour pouvoir appliquer donc les règles qui s'imposent en la matière. Mais toujours est-il, c'est que on est là face à un cas d'incivisme, notamment en matière de construction et d'urbanisme dans la capitale économique Douala. Alors, on se demande bien si les gens y habitent là-bas.
S'il vous plaît, laissez l'image là sur le petit écran. Il faut bien que le maire de la ville de Douala essaie de regarder comment sa ville est en train d'être construite avec des bâtiments de ce type. Le bâtiment en lui-même, il est en plein chantier, mais il y a des voisins tout autour. Mais il y a des voisins tout autour et vous comprenez évidemment que c'est un danger permanent et un risque. Est-ce que les travaux continuent là-bas? Non, vous avez vu, il y a un cordon de sécurité qui a été donc mis autour du bâtiment et le bâtiment a été mis sous scellé. On attendra effectivement que les autorités, du moins les autorités municipales, prennent des mesures adéquates afin de pouvoir donc mettre un terme à ce danger permanent. Coach Vincent Fon, vous voyez donc les miracles, comment les gens construisent à Douala. On vous dit que c'était parti pour 2 niveaux, maintenant on se retrouve à 4 ou 5 niveaux. Regardez même comment l'immeuble est tellement penché. Et quand quelqu'un voit une histoire comme ça ne fait pas peur? C'est Dieu qui nous garde. J'ai l'impression que une bonne partie de nos gouvernants, une bonne partie des personnes à qui nous avons fait confiance, on finit par nous trahir. Ont décidé de nous vendre tous à la morgue. On ne comprend pas comment on a tout un service au niveau de la communauté. Un service de contrôle qui passe tous les jours, contrôle, ils essaient de voir si est-ce que tout est dans les règles de l'art, est-ce que les constructions respectent les standards qui ont été prévus. Cependant, tout le monde passe, on voit ça et personne ne dit rien. Regardez cette entrée. C'est toute une promiscuité. Quand des gens se plaignent, ils se plaisent à encaisser de l'argent, aller au bar, boire, manger de bons poissons, au détriment de certaines personnes qui, d'ici quelques jours ou quelques mois, vont se retrouver sous les décombres parce que cet immeuble serait tombé un de ces 4 matins. Est-ce qu'on y a pensé? Pourquoi nous passons le temps à mettre l'argent au-dessus de l'humain? Ça fait mal. Parce que, en réalité, nos valeurs ancestrales ne nous permettent pas de vivre ce genre de situation. C'est quand même terrible. Lorsque nous vivons des images de ce genre, on se demande bien s'il y a des gens qui gèrent cette ville. Le maire de la ville attend quoi pour aller détruire ça? Ça devrait être détruit. Vous-même regardez cet immeuble-là. Un de ces 4 matins, vous allez attendre vers 3 heures le matin que cet immeuble s'est écroulé sur les gens. On va vous dire que les gens sont dans les décombres. Tout à fait. On va mobiliser les sapeurs-pompiers. Oui, en ce moment. On dit aller chercher des gens qui sont dans les décombres. En ce moment, il y a les dons qui vont sortir, il y a les subventions qui vont sortir. Et je dis encore, il faut faire attention. Gérer, c'est prévoir. Et lorsqu'on prévoit, on met d'abord l'humain au centre. Parce que sans l'humain, rien n'existe. Alors, le propriétaire qui a pris la décision de construire un R+4 à la place de R+2, on appelle cela de la cupidité. Une cupidité à nous paraître parce que on a dit, on s'en fout si les autres peuvent mourir et nous on vit pour ne plus jamais mourir, tant mieux. La preuve c'est que tout le monde passera par là un de ces 4 matins et il est important de ne pas provoquer le départ de quelqu'un d'autre. Les voisins qui sont autour, ils ne demandent qu'à vivre. Vous qui venez mettre un immeuble pareil, et quand vous regardez cet immeuble, on suppose bien que l'architecte est passé par là. Et quand lui-même regarde son immeuble, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est bien? Non, c'est bien. Parce que ce qu'il voit sont les locataires qu'il doit mettre à l'intérieur. Ouais. Ce qu'il voit, c'est l'argent qu'il doit encaisser. Ouais. Il se dit, bon, si j'ai R+4, et ça me donne peut-être, il y a 8 appartements là, chaque appartement 100 000 francs, ça fait 800 000 francs. 800 000 en 10 mois, ça me fait 8 millions. Il est tranquille. Il est tranquille. Vous mourrez, ça le laisse se régler. Alors il faut... Dès que ça s'écroule là, on met l'argent en jeu et puis tout se calme. Tout à fait. Revenons encore à nos valeurs cardinales. Revenons à cette conscience sociale qui voudrait que si je veux vivre, il ne faudrait pas que je puisse empiéter sur la vie du voisin. On devrait vivre en communauté, on devrait vivre en union. Cependant, il est important que chacun de nous se pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour mon voisin? Qu'est-ce que je peux faire pour mon prochain? Comme on le dit si bien dans cette magnifique Bible.
Aime ton prochain comme toi-même. Très bien. Nous appelons les autorités de la ville de Douala de réagir très rapidement. Cet immeuble ne devrait pas rester. Parce que ici. Serge, je vous appelle. Cet immeuble ne devrait pas rester de cette manière. Il faudrait rapidement réagir. Le maire de la ville, je crois qu'il est en train de nous suivre en ce moment. S'il ne nous suit pas, il a des conseillers, il a des collaborateurs qui nous suivent. S'il ne connaissait pas qu'il y a un immeuble de ce type, nous lui avons déjà montré l'immeuble. Voilà ça. Et c'est en plein Douala 3e. Il peut lui-même aller faire des tours là-bas, il va voir cet immeuble. Il faut détruire cet immeuble-là. Madame Douala 3e, c'est qui? Quel est le maire de Douala 3e? Et pourquoi? Valentin Bossambouré. Monsieur le maire, vous avez un danger permanent dans votre commune. Il faut détruire cela. Il faut détruire. Cela ne devrait pas rester là. Sinon, un jour, ça va se détruire et les voisins vont prendre un coup. Il faut détruire. Oui, Serge, on sort rapidement. Oui, c'est pour dire simplement que cela relève un véritable problème, celui de la planification urbaine, parce que généralement en matière d'urbanisme, la ville se pense en avance. Alors, il y a un type de construction qui devrait donc être appliqué à chaque zone, ce qui fait que même si un propriétaire a acquis sa parcelle de façon légale et légitime, il y a un protocole qui devrait être suivi pour qu'il achève ses constructions. Simplement, l'idée populaire selon laquelle, autant pour moi, la propriété du sol l'emporte sur celle du sous-sol et fait à ce que lorsque quelqu'un s'achète un petit lopin de terre, au lieu de construire simplement sur l'espace qu'il a acquis auprès des autorités de la ville, il préfère exploiter le dessus de son immeuble. Et voilà les conséquences. On a acheté un petit lopin de terre, au lieu de faire un R+1 ou un R+2, tel que c'est prévu, on se retrouve en train d'aller faire le R+14. Et comme le coach l'a dit, généralement, on est mu par une volonté de faire un peu d'argent si on met un locataire, 2 locataires, 3 locataires, et même ces locataires qui viennent intégrer ce type de bâtiment, c'est à leur risque et péril. Mais malheureusement, on dit généralement que les conséquences valent mieux que les conseils. De toute façon, nous avons fait ce que nous devions faire. Ceux qui ont maintenant le pouvoir de détruire doivent le faire parce qu'effectivement, ces bâtiments représentent un danger pour les populations, tout au moins pour le voisinage. Très bien. La deuxième image, sur le petit écran. Et là, c'est un cas d'incivisme que vous allez vivre tout à l'heure. Serge Bertrand ici. Il faut dire qu'à première vue, l'image peut paraître risible, mais cela traduit un véritable mal, parce que le premier constat qu'on peut faire sur cette image, c'est que on est là en présence d'un agent de la police municipale. Alors, on sait généralement que la police municipale a un rôle essentiellement préventif et non répressif. Et donc, ils sont là comme des gardiens de la morale, de la morale urbaine, de la morale dans la salubrité publique. Et donc, se rendre compte que c'est un agent de la police municipale qui se permet est-ce que c'est sa faute? À Douala, est-ce qu'il y a des toilettes publiques un peu partout? Ça, il faut se poser cette question. Imaginez-vous, vous dites que quand vous avez envie d'uriner, là, quand ça commence à sortir, vous avez de la peine à résister. Hein? Surtout quand ça vous plante très bien là. On ne sait pas à quel degré lui il était déjà avant de se pencher comme il a fait. C'est vrai que la question que vous posez, Raoul Pepin, vient encore incriminer une fois de plus la mairie de ville. Alors, l'une des compétences transférées par la loi sur la décentralisation, c'est l'entretien de la voie publique. Et parmi l'une des missions d'entretien de la voie publique également, c'est de construire les toilettes publiques. Alors, est-ce que c'est le citoyen lambda qui doit construire les toilettes publiques? Que non, la compétence échoue conformément à la loi sur la décentralisation à la mairie de la ville ou alors aux communes d'arrondissement. Eh bien, peut-être, vous l'avez dit, c'est un besoin naturel qui arrive là tout naturellement, on ne prévoit pas, mais c'est quand même, on va dire quoi, c'est comme si vous allez à l'hôpital, le médecin qui vous dit qu'il faut respecter les mesures d'hygiène, c'est lui le premier à ne pas mettre ses gants pour pouvoir procéder à la consultation de son patient. On va passer à tarder. Coach Vincent Font, vous avez un mot à dire là-dessus? Ce n'est pas la personne qui urine qui est incriminée. Hein? Non. Simplement, je dirais que ça explique un mal-être, un malaise. Ça explique un problème de fond. C'est-à-dire que on ne met pas la population au centre de tout ce qu'on veut créer. Tout ce qui intéresse, c'est créer des bâtiments et des bâtiments sans toilettes. Tout ce qui intéresse, c'est créer des marchés sans toilettes. Tout ce qui intéresse, c'est créer des rigoles sans toilettes. Et quand on a des rigoles sans toilettes, lorsque vous avez un besoin pressant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Vous ne pouvez que descendre là. Et ça doit attirer notre attention tous et
permettre à nos exécutifs de revoir leur politique de bien-être de la population. Il faut dire que c'est un agent de la police municipale. Pratiquement à l'exercice de son job, il avait même des motos tout autour de lui. Tu sais, c'était gens, ils aiment bien les motos. Il avait des motos tout autour de lui et il a eu tellement envie d'uriner. Il est allé uriner, il est venu rejoindre de ses motos. C'est comme ça. Maintenant, il faut bien que le docteur Bassadine regarde bien ces choses-là. Les Richard Fongwang, tout ce monde-là, Valentin et Poupa, je ne sais pas qui, Madame Fabou, et bien d'autres là, mettez des toilettes publiques un peu partout pour permettre aux gens de se sentir à l'aise. Quand quelqu'un veut un peu se désaltérer, ben qu'il entre dans des toilettes publiques, même si c'est payant, 25 francs, 15 francs, 50 francs, ça passe. Mais quand vous ne le faites pas, on va vous renvoyer nos urines dans vos chambres. On va renvoyer les urines dans leurs chambres. Quand on sait que ces agents de la police municipale ne sont pas toujours en odeur de sainteté avec ces mototaximens, alors vous allez sans doute comprendre que forcément, c'est peut-être un mototaximan qui l'a donc pris en flagrant délit d'incivisme pareil, et puis a balancé sur la toile. Je pense que, est-ce que quelqu'un a déjà eu un besoin pressant et il cherche là où se libérer, il ne voit pas? C'est souvent très compliqué. C'est très compliqué. Très compliqué. Et il n'est pas important de garder par exemple les urines sur soi, dans soi. C'est pas possible, c'est pas normal. Cette histoire m'a pris dans un bus, je suis allé trouver le chauffeur au volant. Je lui ai dit, s'il n'arrête pas le bus là tout de suite, je vais uriner sur lui. Tout à fait. Il a été obligé d'arrêter le bus. Pendant que j'ai crié, il y en avait qui étaient dans la même situation. On a besoin des toilettes publiques. À chaque 500 mètres, on peut mettre quelques toilettes publiques, même une seule toilette publique. À chaque 300 ou 400 mètres, on peut mettre... On devrait les avoir. On devrait les avoir. Ah ben, si on n'a pas, qu'est-ce qu'on fait? On se débrouille comme on peut se débrouiller. Comme on peut se débrouiller. C'est tout. Vous avez quelqu'un vous dit, bon, j'ai besoin d'uriner, j'ai fait commander à non, tourne là. Non, urine même là, s'il y a un problème. Mets-toi derrière la voiture, là, tu fais pipi, et puis c'est terminé. Tu as vu le camion là, non? Pisse même à côté du camion là, il n'y a aucun souci. C'est même là où on fait souvent pipi, c'est là où on fait souvent pipi. Voilà comment nous vivons donc. Et curieusement, on a des maires des villes, on a des maires des communes, et ils sont là, on ne sait pas ce qu'ils font, ils attendent des CAC, tout le monde attend l'argent, alors qu'il y a du travail à faire. C'est quand même surprenant. Très bien, nous avons fini avec cette actualité-là aussi, sur ces images. C'était juste des prises de conscience que nous avons relayées à travers des images. Ce bâtiment qui fait beaucoup plus peur et qui devrait faire en sorte que les voisins ne dorment pratiquement plus. Et vous avez ces gens qui urinent un peu partout parce que justement ils cherchent des toilettes publiques. Il n'y en a presque pas. Donc il faut en avoir. Maintenant, coach Vincent Fon, on va donner la dernière actualité, la vôtre, effectivement. C'est vrai qu'on aurait pu avoir ça en image, mais ça, on va y revenir. En tout cas, et en guise de soutien à notre consultant permanent, le coach Vincent Fon, promoteur d'ailleurs de l'ICETAP, une académie agréée dans la formation des coachs professionnels. Il faut dire que la première cuvée sous le label Nelson Mandela a reçu ses attributs lors de la cérémonie de sortie officielle. Couplé de la prestation des sémences, c'était jeudi dernier dans un hôtel de la place. Ils étaient 9 à suivre 12 mois de formation au métier de coaching, sous l'encadrement des experts en coaching. Cette promotion des coachs afro-contemporains est prête à aider dans le continent à voir clair au travers des familles, des entreprises, des couples et même des gestionnaires de tous bords. En tout cas, de toute façon, coach, qu'est-ce que vous leur avez donné comme formation? Peut-être en 2 ou 3 minutes, vous pouvez nous dire ça? Simplement dire aux gens et à la population que l'Afrique a déjà son coaching. Et ce coaching s'appelle le coaching afro-contemporain. Donc, International Coaching Academic Training Pro, ICTAP, est le précurseur de ce domaine de coaching. C'est un coaching qui est adapté dans le contexte africain et qui respecte la culture africaine et qui utilise les outils du coaching traditionnel africain pour amener des gens, des chefs d'entreprise, amener les couples, amener les individus, amener les enfants à parfaire leur identité, amener des personnes à atteindre leurs objectifs, amener les organisations à performer, amener des couples à se sentir bien. En d'autres termes, aujourd'hui, on a besoin, pour coacher en Afrique, d'être formé en coaching afro-contemporain. Et International Coaching Academy Training Pro est la référence. Donc, il est important que, vous avez vu ce jour-là, c'était magnifique. Tout à fait. Et extraordinaire. J'ai eu des félicitations même de certains chefs d'entreprise qui étaient dans la salle et qui ont dit, ils ont découvert quelque chose de magnifique.
Et ils n'auront plus besoin d'importer le coaching de l'extérieur qui ne scie pas à notre contexte et qu'ils recommanderont des personnes à beaucoup plus solliciter nos coachs que nous avons formés, des coachs afro-contemporains. Et là, on avait 2 domaines de coaching. On avait le coaching d'entreprise qui est... donc, on avait des spécialités du coaching individuel, dont on a eu des coachs individuels pour accompagner des cadres de personnel à l'entreprise. On a le coaching d'équipe pour accompagner les équipes de direction, les équipes de projet, ainsi de suite, dans la cohésion, dans la... Le coaching de famille. Oui, ensuite, on a le manager coach. Parce qu'aujourd'hui, il est à noter que le management aujourd'hui est dépassé. On n'a plus besoin de dire aux gens, faites ceci. On a besoin de dire aux gens, qu'est-ce que tu peux apporter? Comment pouvons-nous faire différemment ceci? Qu'est-ce que tu penses de ceci? Donc, on a besoin non plus des managers traditionnels, mais des managers coach. Oui, à cette sortie, on a eu le premier manager coach afro-contemporain dans l'histoire du coaching, dans l'histoire du monde. Donc, le deuxième domaine du coaching, c'est le coaching de vie, où là, on a des coachs de couple qui accompagnent les couples dans la communication, dans la résolution des conflits. On a le coaching des enfants adolescents. On a eu des coachs aussi des personnes adultes pour accompagner les adultes qui n'arrivent plus à se définir. Alors, il est important de noter simplement que l'Afrique a déjà son coaching et que vous pouvez contacter International Coaching Academy Anthony Pro pour recevoir des informations. La prochaine cuvette, 14 juillet, c'est le 15 juillet. La cuvée Thomas Sankara. La cuvée Thomas Sankara, c'est le 15 juillet. En tout cas, ils savent désormais quoi faire. Soit vous rejoignez, vous contactez le coach Vincent Font, soit vous venez ici à Dash TV me chercher particulièrement et on vous dira ce qu'il y a lieu de faire. Merci, coach Vincent Font, pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Et c'est très, très, très intéressant de le savoir. Maintenant, nous refermons cette page et nous passons à l'essentiel. Financement innovant des collectivités territoriales décentralisées au-delà des subventions étatiques, c'est donc le thème qui nous intéresse ce soir. Nous menons donc la réflexion. Coach Vincent Font, vous gardez la parole. Quand on parle des financements innovants des collectivités territoriales décentralisées, il faut peut-être d'ailleurs commencer